En 1969, la Lune était la reine exclusive de deux superpuissances mondiales engagées dans une course idéologique, disons, frénétique. Aujourd'hui, eh bien, elle est sur le point de devenir le chantier de construction d'entreprises privées, des entreprises dont la valorisation dépasse allègrement les 2 billions de dollars. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale d'analyse approfondie. Le ton de notre bulletin d'aujourd'hui se veut, enfin, nous allons tenter de le calquer sur les grands journaux télévisés des années 1960, c'est-à-dire un ton mesuré, courtois, intellectuellement rigoureux et d'une objectivité scrupuleuse. Absolument. L'objectif est véritablement de disséquer les événements qui ont redessiné le domaine spatial au cours de ces 2 dernières semaines, et ce, en nous basant strictement sur les faits, sans aucun sensationnalisme. C'est exact. Les dynamiques actuelles exigent une grille de lecture très analytique. Mais avant d'entrer dans les détails de notre dossier, il convient d'informer ceux qui nous écoutent que ce bulletin est commandité par ProWave AI et que cette émission est entièrement générée par Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. Oui, et il est essentiel de comprendre que Stylo News est la déclinaison grand public de Stylo Intellops. Tout à fait. C'est une infrastructure logicielle qui a été initialement conçue pour les opérations de haut niveau des gouvernements, des armées et des grandes entreprises. Ainsi, l'audience a accès aujourd'hui à un outil de synthèse d'ordinaire réservé aux décideurs mondiaux. Massive de rapports de renseignement. Alors, le dossier de ce 13 avril 2026 s'intitule, je cite, Artemis 2, faire progresser la stratégie américaine pour l'espace lointain. Le domaine est naturellement l'espace extra-atmosphérique. Précisément, nous allons décomposer ces événements récents, évaluer leurs zones de choc au niveau local et international, et bien sûr, identifier les postures des décideurs clés. Et anticiper les prochaines manœuvres sur cet échiquier orbital. Commençons, si vous le voulez bien, par le fait marquant qui sert de point d'ancrage à notre analyse, le lancement historique de la mission Artemis 2. C'est le point de départ incontournable. Le 1er avril 2026, la NASA a procédé avec succès au lancement d'Artemis 2 depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride. Le vecteur de ce lancement est le lanceur lourd Space Launch System, le fameux SLS. Un programme titanesque, n'est-ce pas? On parle de coûts dépassant les 24 milliards de dollars. En effet, 24 milliards, mais l'enjeu est colossal. Ce vol représente le premier voyage habité au-delà de l'orbite terrestre basse depuis la mission Apollo 17. Il y a plus d'un demi-siècle, en 1972. Et l'équipage sélectionné pour cette mission reflète vraiment une nouvelle ère. Il rassemble le commandant Reed Wiseman, le pilote Victor Glover, la spécialiste de mission Christina Koch, ainsi que, et c'est à souligner, l'astronaute canadien Jeremy Hansen. Une belle diversité tout à fait. Mais au-delà des symboles, penchons-nous sur la mécanique orbitale, car c'est là que les rapports sont fascinants. Les données indiquent que la capsule Orion suit une trajectoire de retour libre, une durée de 10 jours sans aucune tentative d'atterrissage. Comment fonctionne exactement cette mécanique ? Eh bien, cette trajectoire de retour libre est un véritable chef-d'œuvre de la physique gravitationnelle. Voyez-vous, plutôt que de s'appuyer continuellement sur la propulsion de la capsule pour diriger le vol, les ingénieurs utilisent la gravité de la Lune comme une fronde. Une fronde, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que la capsule Orion passe derrière la face cachée de la Lune, et là, l'attraction lunaire courbe naturellement sa trajectoire pour la renvoyer directement vers la Terre. Cela dessine une sorte d'immense chiffre 8 dans l'espace. Ah, je vois. L'avantage principal serait donc lié à la sécurité de l'équipage. Exactement. Si le moteur principal venait à tomber en panne, cette trajectoire garantit que la capsule sera, disons, naturellement ramenée vers la Terre, et ce, sans avoir besoin d'allumer les propulseurs. C'est brillant. Les données précisent d'ailleurs qu'en contournant cette face cachée, l'équipage s'est éloigné à environ 406-771 km de notre planète. Ils ont ainsi battu le record absolu de distance pour un vol habité, un record qui était détenu jusqu'ici par la périlleuse mission Apollo 13. Un jalon historique, oui. Cependant, j'aimerais soulever une interrogation qui me semble légitime au vu des rapports. Nous pourrions comparer Artemis 2 à une répétition générale. Mais c'est une répétition générale où les acteurs sont suspendus, au-dessus d'un gouffre sans filet. C'est une excellente métaphore. Surtout lorsqu'ils sont derrière la face cachée de la Lune. Il n'y a alors aucune communication possible avec la Terre. Dès lors, pourquoi investir 24 milliards de dollars dans un lanceur sans même tenter un atterrissage sur le sol lunaire ? La réponse réside dans la gestion implacable du risque.
La NASA ne procède pas à un atterrissage pour deux raisons techniques fondamentales. Premièrement, le système de survie de la capsule Orion n'a jamais été testé en conditions réelles avec des humains qui respirent, transpirent et vivent à l'intérieur pendant une période prolongée dans l'espace lointain. Il faut donc valider ce microcosme artificiel avant d'aller plus loin. Absolument. Et deuxièmement, le point crucial, c'est que les États-Unis ne disposent tout simplement pas à ce jour d'un atterrisseur lunaire achevé et certifié pour le transport humain. Le comprend. Les ondes de choc de cette mission sont néanmoins très palpables sur le sol américain. Les rapports économiques que nous avons sous les yeux soulignent une effervescence spectaculaire sur la côte floridienne. Et de l'autre côté du pays, à San Diego, la marine se mobilise pour le repêchage de la capsule. Un événement qui unifie le public, c'est certain. Mais, et c'est là que notre analyse devient pointue, les documents de stratégie interne révèlent un changement de cap bien plus profond. Sous la direction du nouvel administrateur de la NASA, Jared Ilackman, la station orbitale Lunar Gateway semble être reléguée au second plan, au profit, semble-t-il, d'une base lunaire permanente en surface. C'est un pivot stratégique radical de la part de l'administration Isaacman. Le plan actuel prévoit une injection de 20 milliards de dollars sur les 7 prochaines années. 20 milliards, oui. Pour bâtir des infrastructures directement sur la poussière lunaire, ce changement s'accompagne d'une doctrine de gestion sans concession, tolérance zéro pour les retards et les dépassements de coûts. La logique sous-jacente, c'est que l'exploitation des ressources in situ, comme la glace d'eau au pôle lunaire, est indispensable avant d'envisager Mars. Et une station en orbite ne permet pas d'apprendre à extraire et à utiliser ces ressources matérielles. Exactement. Néanmoins, cette exigence de rentabilité, cette tolérance zéro, entre en collision frontale avec le modèle du lanceur SLS. Un coût estimé entre 2 et 4 milliards de dollars par lancement, c'est, disons, un fardeau financier insoutenable pour une présence continue. Tout à fait insoutenable. Cela nous conduit inexorablement vers notre deuxième grand axe, la dépendance grandissante des agences étatiques envers un secteur commercial d'une agilité stupéfiante. Et les données émanant des marchés financiers corroborent cette transition. Des documents suggèrent que l'entreprise SpaceX orchestre une introduction en bourse prévue pour le mois de juin 2026 et les valorisations avancées par les analystes défient l'entendement classique. Quels sont les chiffres évoqués ? On parle d'une fourchette comprise entre 1,75 et 2 billions de dollars. 2 billions ? Pour mettre ce chiffre en perspective pour l'audience, une telle valorisation dépasse le produit intérieur brut de très nombreuses nations souveraines. L'objectif serait de lever 75 milliards de dollars en liquidité, mais la question qui s'impose est à quoi peuvent bien servir 75 milliards de dollars dans l'espace hype ? Les rapports mentionnent entre autres la construction de centres de données propulsés par l'intelligence artificielle directement en orbite. Des centres de données en orbite ? Quelle est la rationalité technique d'un tel projet ? C'est un calcul d'ingénierie extrêmement visionnaire. Sur Terre, les centres de données dédiés à l'IA consomment des quantités astronomiques d'électricité et nécessitent des systèmes de refroidissement massifs. Dans l'espace, l'énergie solaire est inépuisable, disponible en permanence, et le vide spatial offre un environnement cryogénique naturel. C'est donc le refroidissement gratuit en quelque sorte ? Précisément. De plus, pour soutenir des opérations lunaires ou martiennes autonomes à l'avenir, il faudra traiter les données localement pour éviter les délais de communication avec la Terre. Fascinant. Et pendant que l'attention du monde était rivée sur Artemis 2, l'activité commerciale en orbite basse n'a pas ralenti. Les dépêches indiquent que SpaceX a lancé 25 satellites Starlink depuis la Californie et United Launch Alliance a propulsé une fusée Atlas V depuis Cap Canaveral pour déployer des satellites Amazon. Le trafic est dense, en effet. Cependant, le lancement du lanceur ultra-lourd Starship V3 de SpaceX a été repoussé à début mai pour des questions de sécurité. Ce report est un rappel salutaire que l'espace reste un environnement impitoyable. Et cette réalité est frappante lorsque l'on observe la scène internationale. Nos rapports de renseignement signalent l'échec récent du vol inaugural de la fusée réutilisable Tianlong 3 développée par l'entreprise chinoise Space Pioneer. Un échec très instructif sur le plan technique. Bien que ces entreprises bénéficient d'un soutien étatique massif de Pékin, pourquoi l'acquisition de cette technologie de réutilisation s'avère-t-elle si complexe du coup ? Eh bien, le défi ne réside pas dans le lancement, mais dans la maîtrise d'énergie extrême lors du retour. Faire revenir un premier étage exige d'allumer les moteurs à une vitesse supersonique,
à contre-courant, tout en gérant un stress thermique colossal. Un stress capable de faire fondre la structure elle-même. Absolument. Ensuite, il faut des algorithmes de vol d'une précision chirurgicale pour poser verticalement un cylindre de la taille d'un immeuble. C'est une barrière à l'entrée que seule l'ingénierie américaine a franchie de manière opérationnelle pour l'instant. Avant de passer aux implications sécuritaires, notons un phénomène léger révélé par les réseaux sociaux. Une simple image montrant un pot de pâte à tartiner de la marque Nutella flottant en apesanteur dans la capsule Orion a captivé le grand public. Ah, j'ai vu cela dans les rapports de sentiment public. L'agence spatiale a même dû émettre un communiqué formel pour démentir tout placement de produit, précisant qu'il s'agissait de simples provisions. Cet ancrage dans le quotidien contraste violemment avec les réalités de la guerre de l'ombre qui se joue au-dessus de nos têtes. Cette dichotomie est frappante, car notre dépendance collective à ces réseaux satellitaires crée des vulnérabilités critiques. Ce qui nous amène aux évaluations de menaces de Stilo Intelops, les fameux rapports PIR 1 et PIR 2. Abordons ce segment avec la plus grande froideur analytique. Il n'est nullement question de générer de l'alarmisme, mais d'exposer les données. Le premier rapport, qualifié de menace opérationnelle immédiate, se concentre sur la Russie. Oui. Selon ces documents, les forces russes déploient des capacités avancées de guerre électronique. Ils ciblent spécifiquement les signaux GPS, GNSS et brouillent les terminaux Starlink en Europe. Si je puis me permettre, pourriez-vous clarifier ce que les analystes entendent par brouillage non cinétique ? Le terme non cinétique signifie qu'il n'y a pas d'impact physique. On ne tire pas un missile pour pulvériser le satellite, ce qui créerait un dangereux nuage de débris. Le brouillage non cinétique consiste plutôt à inonder les récepteurs d'un satellite de signaux parasites extrêmement puissants. C'est-à-dire noyer le signal légitime. Exactement. Imaginez qu'un signal GPS est une conversation chuchotée. Le brouillage russe équivaut à allumer une sirène d'alarme assourdissante juste à côté de vous. Le satellite reste intact, mais il devient temporairement inutile. Une méthode silencieuse et difficile à attribuer formellement. Le second rapport s'attarde sur une menace stratégique à long terme et pointe vers la Chine. Les données du CS6 recensent 75 manœuvres orbitales inhabituelles effectuées par la Chine en orbite géostationnaire sur la dernière décennie. Qu'est-ce qui rend cela si préoccupant ? L'orbite géostationnaire, située à environ 36 000 km d'altitude, est une zone où les satellites paraissent immobiles au-dessus de la Terre. C'est là que sont positionnés les satellites de télécommunication et d'alerte militaire les plus cruciaux. Les joyaux de la couronne, en somme. Voilà. Un satellite chinois capable d'effectuer des manœuvres dans cette zone peut s'approcher furtivement d'une plateforme classifiée pour la photographier, intercepter ses transmissions ou même la neutraliser avec des bras robotiques. Couplé à leur système Beidou, cela dote Pékin d'une architecture très résiliente. Les rapports mentionnent également l'Iran et la Corée du Nord pour des brouillages localisés, bien qu'ils soient des acteurs de second plan. Face à tout cela, quelles sont les lignes d'action concrètes envisagées par les planificateurs de la sécurité nationale ? Les documents de doctrine esquissent deux parades majeures. La première est la transition vers des architectures distribuées. C'est-à-dire ? Au lieu de s'appuyer sur un seul satellite militaire valant des milliards, la stratégie s'oriente vers des méga-constellations de milliers de petits satellites. C'est la tactique de l'essaim. On ne peut pas aveugler 1000 cibles simultanément. L'essaim, très clair. Et la seconde ligne d'action ? Les notes font état de, je cite, « bodyguard satellites », des satellites gardes du corps. Mais à des vitesses orbitales de 28 000 km/h, l'idée d'un engin s'interposant physiquement ne risque-t-elle pas de provoquer des collisions catastrophiques ? C'est un défi physique extrême. Mais ces gardes du corps ne sont pas conçus pour percuter une menace. Ce sont des satellites dotés de réserves de carburant et d'une grande manœuvrabilité. Quel serait leur rôle exact alors ? Leur rôle serait de patrouiller autour d'un actif critique, d'émettre des contre-mesures de guerre électronique pour brouiller l'attaquant ou de bloquer le champ de vision d'un satellite espion. C'est l'émergence d'une police de la route version orbitale. Une perspective qui redéfinit l'art de la guerre. Tournons-nous à présent vers le calendrier. À quoi l'audience doit-elle se préparer dans les mois et les années qui viennent ? À court terme, nous surveillerons le retour de l'équipage d'Artemis II et le comportement du bouclier thermique d'Orion, suivi de son repêchage à San Diego.
En mai, la nouvelle tentative de vol du Starship V3. Les échéances s'étendent ensuite vers le moyen terme. La mission Artemis 3 pour 2027 s'annonce complexe. Les données indiquent qu'il n'y aura toujours pas d'atterrissage sur la Lune pour cette mission-là. Non, en effet. La mission se concentrera sur des tests en orbite terrestre basse pour valider les procédures d'amarrage entre la capsule Orion et les atterrisseurs lunaires fournis par SpaceX et Blue Origin. Valider ces manœuvres en orbite terrestre est impératif avant d'envoyer des humains le faire à 400 000 km de la Terre. L'atterrissage humain effectif est officiellement la prérogative d'Artemis 4, fixée pour 2028. Exactement. Et 2028 sera une année charnière, avec un autre développement majeur, le programme SRK-1 Freedom. Le développement d'un vaisseau spatial équipé d'une propulsion nucléaire thermique, comment cela modifie-t-il les équations pour Mars ? Les fusées chimiques nécessitent 7 à 9 mois pour atteindre Mars, exposant les astronautes à des radiations mortelles. La propulsion nucléaire thermique utilise un réacteur de fission pour chauffer de l'hydrogène liquide, créant une poussée continue. Cela pourrait réduire le temps de trajet à seulement 3 ou 4 mois. Cela modifie radicalement la faisabilité de l'exploration humaine. Pour conclure, synthétisons le sentiment international. Les analyses de Stylo Intel-Ops révèlent une atmosphère de coopération scientifique prudente entre l'Agence spatiale européenne, la JAXA et les Nations unies. Oui, mais l'ombre de la concurrence plane. Il y a une rivalité sourde concernant le cadre juridique pour l'exploitation des minerais lunaires, surtout face à l'agenda très précis de la Chine qui maintient son objectif d'atterrissage habité d'ici 2030. La décennie en cours est donc le théâtre d'une convergence inédite entre l'ingénierie commerciale et la réalité politique. Et bien voilà qui clôture l'examen rigoureux de notre dossier spatial. Ouf, nous pouvons maintenant, disons, ranger nos costumes stricts des années 60 et reprendre une respiration un peu plus détendue. Ah, ça fait du bien de retrouver un ton un peu plus naturel, c'est vrai. C'était une analyse intense. C'était une exploration absolument vertigineuse. Enfin, parler de propulsion nucléaire, de centres de données en orbite, c'est réaliser que la science-fiction d'hier est littéralement en train de devenir la logistique d'aujourd'hui. C'est exactement ça. Et naviguer dans ce volume d'informations tactiques, ça nécessite vraiment des outils capables de séparer le signal du bruit. Tout à fait. Et je tiens sincèrement à rappeler à notre audience que toute cette granularité d'informations n'aurait pas été possible sans Stylo News. C'est une application mobile et de bureau que chacun peut télécharger. Et qui permet à n'importe qui de générer ses propres notes de renseignement. C'est ça. L'intelligence artificielle agrège des centaines de sources traditionnelles, couplées aux données en temps réel de la plateforme X. Alors j'invite chaleureusement tous ceux qui nous écoutent à s'abonner sur www.stylonews.com pour obtenir des actualités à la demande. C'est l'information de demain, aujourd'hui. Avoir accès à une telle clarté, c'est un avantage indéniable pour comprendre le monde actuel. Un immense merci à notre audience d'avoir pris le temps de plonger dans ce dossier avec nous. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets pour de futures analyses et pensez à suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux favoris. Pour clore cette émission, j'aimerais me tourner vers vous pour une ultime considération. Qu'est-ce qu'on doit garder à l'esprit en regardant les étoiles ce soir ? Eh bien, si on repense à cette nouvelle conquête lunaire, il y a une question juridique et philosophique vertigineuse. D'un côté, on a des entreprises privées, valorisées à des milliers de milliards de dollars, qui vont construire les routes, les hôtels et les centres de données de demain. Et de l'autre, des gouvernements empêtrés dans la guerre électronique. La question, c'est quand la première colonie lunaire sera opérationnelle, qui dictera réellement les lois ? Les États-nations avec leurs vieux traités ou ces nouvelles mégacorporations ? L'histoire de la Lune reste à écrire, et ses auteurs pourraient bien nous surprendre.